Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons faire la salle hacker versus hacker sur TryHackMe. Allez, c'est parti. Alors, la salle est lancée, et pour vous planter le décor, parce qu'il y a une petite histoire derrière, c'est un serveur, en fait, d'une société de recrutement qui a été donc hacké par un hacker, voilà, et qui en a pris le contrôle et qui a fait en sorte qu'en fait, que personne de l'équipe IT de cette société ne puisse le redémarrer ou y accéder. Et notre boulot, en fait, c'est justement d'essayer de pénétrer ce serveur et de contrecarrer les mesures qu'a mis en place ce hacker. Voilà. Donc la salle est lancée. Donc on a son adresse IP. Ici, je l'ai rajouté à mon DNS mask. Donc, première chose que l'on fait en général, c'est un petit nmapper sur hacker.thm et on va mettre all pour faire tous les ports. C'est parti. Donc voilà, nmap a fini. Il n'y a que deux ports ouverts, le port 22 et le port 80. Voilà, donc on peut regarder, mais bon, OpenSSH en 8.2, voilà, donc pas vulnérable en l'état, HTTP 2.4.41 non plus, Apache. Cela dit, voilà, on a le port 80 qui est ouvert, donc on va s'y rendre dessus, http://hacker.thm, voilà. Donc on tombe sur ce petit site de recrutement. Voilà, donc Contact Us, on peut le voir en bas. Voilà, si on clique dessus, ça nous amène ici, Coming Soon. Voilà, ici, on a le moyen d'uploader un CV. OK, ça peut être intéressant si on peut uploader des fichiers. On va faire un petit contrôle U pour voir le code source. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Tiens, voilà. Petit commentaire. Seriously, we need to fire that stupid developer intern. OK, un petit commentaire bien sympathique. Voilà, et je ne suis pas un expert de la sécurité. That's what we have a stable of nerd for, but isn't /cvs on the public website privacy risk. Ah là, par contre, c'est legit. On nous dit qu'il y a un /cvs. Voilà, on the public. Donc, peut-être accessible. Voyons voir si ici on met /cvs. Directory listing disabled. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, effectivement, ça existe, mais qu'on ne peut pas lister. Ok, on le verra peut-être plus tard. Donc, revenons à notre site principal. Et on voit ici que l'on peut envoyer des fichiers. Donc, je ne sais pas, par exemple, si tenez, hop, on va voir ça. On va faire un petit écho, hop, coucou, dans, hop, test. Voilà, juste un fichier qui s'appelle test. Et on va essayer de l'envoyer. Donc, donc, on a dit ici, temp, hacker, test, voir si on peut envoyer ça. Upload CSV. Ah, hacked. If you don't want me to upload my shell, do better at filtering. Ok. Donc, on ne peut rien envoyer. Pourtant, on voit combien on a bien un upload.php. On ne peut rien envoyer. Et on a un petit message qui vient en fait du hacker. Voilà, et qui a dû se servir de cette page d'upload pour pouvoir envoyer un fichier, obtenir un shell et bloquer cet envoi. Ok, très bien. Là, en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est le code source de la page. Donc un petit CTRL U, et on voit, voilà, qu'il y a Seriously Dumb Stuff, voilà, une partie de code qui a été commentée. Et donc en fait, cette partie-là, c'était le code source de cette page d'upload. Donc ici, cette page d'upload, set un répertoire CVS, ok, et le target file, donc avec le répertoire dans lequel ça va être stocké, CVS, / et le base name, donc le nom en fait du fichier qu'on upload. Voilà. Parce qu'en fait, dans cette variable PHP, quand on upload un fichier, il y a le chemin complet avec le nom du fichier à la fin, mais avant tout le chemin qu'on a envoyé en fait, en le sélectionnant chez nous. Voilà, c'est juste une variable texte. Donc lui, il récupère juste le nom du fichier. Et après, donc si on regarde là, je vais essayer de voir si je peux le zoomer un peu parce que là, qu'on voit bien. Donc, voilà, là, une erreur. On vérifie que ça contient bien .pdf. Et c'est là, ça c'est une des erreurs, c'est qu'on ne vérifie pas que l'extension du fichier est .pdf, on vérifie que str post, donc que le nom du fichier
contient bien un point PDF. Donc, ça pourrait être mon CV.pdf.php par exemple. Voilà. Et ça passerait ce premier filtre. Voilà, le deuxième, bon, si le fichier existe. Voilà. Et sinon, ben, hop, on envoie le fichier donc dans CVS. Donc, je pense que le hacker, ce qu'il a dû faire, c'est créer un genre de rivershell.pdf.php et de l'envoyer. Bon, très bien. Bon, on a cette partie de code qui peut être intéressante. On va commencer, on va faire un peu d'énumération aussi sur le site web. Donc pour cela, on va utiliser GoBuster, voilà, avec donc ancien répertoire sur hacker.thm et on va prendre une word list, la seclist, on va prendre la common sur la seclist. Allez, c'est parti et on va déjà voir ce que ça va nous retourner. Donc là, on voit bien que GoBuster nous a bien trouvé le CVS. On a aussi un dist. Dans dist, voilà, on a du CSS et des images. Donc pas grand chose de bien intéressant ici. Et on a aussi une image. Voilà, avec un iPhone, un placeholder et un value background. Ok, rien d'intéressant. En fait, ce que nous dit ce fichier, avec ce morceau de code, ça nous donne un indice sur ce qu'il va falloir chercher. On va énumérer le répertoire CVS à la recherche du rivershell que le hacker a utilisé. Pour cela, donc on va faire du fuzzing, et pour cela, on va utiliser wfuzz en utilisant, voilà, cette commande. Pour la décomposer, wfuzz donc va faire du fuzzing, va tester plusieurs mots d'une word list sur un paramètre qu'on va lui donner dans l'URL, et il va tous les tester. Donc, "-c" pour avoir de la couleur, c'est quand même plus joli, "-u", l'adresse que l'on va chercher. Donc, ici, on utilise http hacker.thm/cvs parce qu'on sait que c'est dans le répertoire CVS que doit se trouver le rivershell de notre hacker. Et on va chercher donc le mot fuzz. Ici, c'est ce qui va être remplacé par la wordlist .pdf.php. Voilà. Et la wordlist utilisée, on va utiliser la seclist, la commande de seclist, et on va voir si il nous trouve quelque chose. Alors, si on le lance, bien évidemment, on se retrouve avec des millions de résultats. On va filtrer sur le code HTTP 404 que l'on ne veut pas. Pour cela, on va faire un petit "-hc" pour le code et 404. Voilà, comme ça, il ne nous affiche pas les 404. Donc voilà, wfuzz a fini et effectivement, il nous a trouvé un code de retour 200 sur le mot shell. Donc un shell.pdf.php. Donc on va aller essayer ça. Alors, on est là, ici, donc on avait dans le répertoire CVS un shell.pdf.php. Boum! Voilà, un petit boom, ce qui veut dire que le fichier existe bien et c'est bien celui-là. Bon, si on regarde le code source, il n'y a rien. Ok, on le zoome un peu, voilà. Très bien, ok, bon donc maintenant, comme c'est un rivershell, on peut supposer que, alors, soit un rivershell complet, et le mec qui a mis, le hacker a mis son adresse IP directement à l'intérieur, soit c'est plutôt du RCE en fait, et donc ce petit point .php prendrait des paramètres. On peut en essayer un peu au pif. Pour être franc, moi je l'ai testé, le premier que j'ai testé c'était celui-là, mais je vais vous montrer aussi comment on peut arriver à le trouver avec justement la commande wfuzz. Donc on va reprendre notre commande, on va garder la liste common, et au lieu de cette adresse, on va utiliser, voilà, notre shell.pdf.php, et là, pour savoir le nom du paramètre, c'est ici que l'on va mettre fuzz, et on va mettre un petit égal, et on va lui demander de nous retourner ID. En revanche, effectivement, là si je la lance comme ça, je n'ai que du 200. Ce que l'on va chercher cette fois-ci, c'est une différence ailleurs. Cette colonne, là, c'est voilà, le nombre de caractères. On va filtrer toutes les réponses qui contiennent que 18 caractères. Voilà. Ce qui, en fait, veut dire que ça ne marche pas. C'est le fameux boom, je crois. Si je mets, par exemple, un petit Toto égale ID, hop, égale ID, voilà, c'est du boom. Ça, c'est 18 caractères. Nous, on va chercher donc une réponse différente une fois qu'on aura trouvé le bon paramètre. Donc pour cela, on va revenir ici. Donc le 404, on s'en fiche parce qu'on sait effectivement que
ce sera du 200. Et donc pour filtrer sur le nombre de caractères, c'est HH. Et ici, 18. Donc tout ce qui fait 18 caractères ne sera pas affiché. C'est parti. Et donc voilà. Il nous a trouvé... donc on a eu un retour qui fait 72 caractères en utilisant le paramètre CMD. Donc je ne vous cache pas que quand moi j'ai testé au pif, j'ai tapé directement CMD. Voilà, et ça a marché. Voilà, mais avec WFuzz, on peut réussir à le trouver. Donc avec CMD, donc techniquement, si ici je mets CMD égale ID, qu'est-ce qu'on voit? On arrive à exécuter des commandes à distance. Donc si on arrive à faire ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va obtenir un River Shell. Alors, pour les commandes de River Shell, je vais me prendre, allez hop, c'est ici, mes petites notes. Voilà, on va prendre du reverse shell. Voilà, on va prendre, tenez, on va prendre la MKFIFO. Hop, je vais m'ouvrir un petit VS Code pour le noter. On va zoomer. Voilà, ici, on va prendre l'adresse IP. Non, vous savez quoi? On va pas passer par là. On va plutôt utiliser RevShell. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser RevShell? Parce que RevShell va nous permettre de l'encoder, d'encoder directement notre chaîne avec ici de l'URL encode. Parce que justement, quand on va le passer dans une URL, il faut que ce soit encodé. Donc, on rentre son adresse IP, voilà. On met ce qu'on veut. Donc, nous, on avait dit du MKFIFO, voilà. Donc, on va prendre ça. On va le copier. Hop, c'était ici, à la place du ID. Et de l'autre côté, on va se mettre un petit listener, netcat, c'est parti. Et donc techniquement, si j'appuie sur Entrée, voilà, ID, j'obtiens bien un shell. Donc par contre, le problème, c'est que là, il n'est pas stabilisé. Donc on va aller le stabiliser. On va faire, attendez, un which Python, Python. Non, il n'y est pas. Which Python 3. Ok, c'est bon. Donc on va faire un Python 3-c. On va mettre les double quotes. Import pty et pty.spawn /bin/bash. Voilà. Normalement, la commande, elle devrait être bonne. Ok. Et nope. Alors voilà. On a une protection apparemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour l'historique, quand moi je l'ai faite, j'ai utilisé Pwn4 et Pwn4 était parti complètement en sucette. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de stabiliser le shell. Ce n'est pas grave, on a un reverse. Le problème, c'est que là, il faut faire gaffe à ne pas utiliser les flèches directionnelles, ne pas faire un CTRL-C, le tab ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas bien grave. On va commencer notre énumération. Je vais me créer quand même mon petit alias, ls-h-color. Voilà. Et donc là, bon, color ne marche pas. Donc, on a donc son river shell qu'il avait envoyé, enfin son shell, voilà, qu'il avait envoyé. Si on fait un cat de ça, on peut voir qu'il fait tout simplement un système getCMD. Voilà, c'est un gros classique. Ok, donc on va continuer notre énumération. Donc ici, je pense qu'il n'y a absolument rien. On va aller voir dans /home. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui s'appelle Latchlan. Ok, donc c'est des Latchlan. Voilà, et on a un user.text. Donc, et qui est lisible par tout le monde. Donc si je fais un cat de user.text, effectivement, on obtient notre premier flag. Voilà, je ne peux pas revenir tout là-haut, forcément, je n'ai pas un vrai shell, donc j'ai caché le flag. Et on refait, donc LL, donc on a eu notre premier flag. Ok, donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à monter en privilège, soit devenir root, soit, à moindre mesure, devenir latchlan. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus d'intéressant? On a un répertoire bin. Si je fais un ls de bin, ok, on a un backup.sh, donc cat bin/backup.sh, voilà, il n'y a absolument rien. Re-regardons, et en fait ici, ce qu'il faut voir ici, c'est le bash history. Le bash history n'est pas vide. La plupart du temps, sur les autres machines qu'on a, le bash history est redirigé sur dev nul.
slash dev slash nul, qui est en fait le trou noir. C'est le genre de poubelle. Voilà. Tout ce qu'on envoie dessus disparaît. Et là, c'est pas vide. Donc, un petit cat de ce petit fichier. Et pour l'histoire, le bash historique contient un historique des commandes qui ont été tapées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a lancé un CVE-SH, du CVE patch, ok, un VI de l'ETC cronD persistance, ok, donc ça c'est intéressant, et un echo-e, tac tac, là, pipe passwd, ok, donc en fait, il a changé le mot de passe. Donc, passwd, voilà, quand vous voulez changer un mot de passe sous Linux, vous tapez passwd. Là, ça vous demande votre ancien mot de passe et 2 fois votre nouveau mot de passe. Donc, 3 entrées. Pour éviter à l'avoir à taper, on peut le taper en une seule ligne. C'est qu'on fait un echo-e. On met l'ancien mot de passe, anti/n pour revenir à la ligne, le nouveau, anti/n, renouveau. Donc, il a changé le mot de passe. Donc, ce qui voudrait dire que ça, c'est le mot de passe. C'est un mot de passe. On va l'essayer, mais avant toute chose, on regarde la dernière ligne, on voit un ll-sf dev nul home latch bash history. Et là, en fait, on profite d'une erreur que le hacker a faite, c'est-à-dire que il a voulu taper ln-sf dev nul, voilà, ce qui aurait créé un lien symbolique, justement, du nom de bash history vers dev nul. Et il a dû se rater dans sa commande, pourtant le N et le S sont pas côte à côte, mais bon. Et il s'est raté, et donc elle n'a eu aucun effet cette commande, ce qui nous a permis d'avoir l'historique. Donc on va quand même taper ce mot de passe, on va faire un su latchlan pour voir. On tape ce mot de passe, et on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, si je tape ID, je suis latchlan. Voilà. Donc, on est monté en privilège, on est devenu latchlan. On pourrait tester, tenez, je vais juste vous le montrer. Donc, on a le mot de passe de latchlan. On va faire un SSH de latchlan sur hacker.thm et on va taper ce mot de passe pour voir ce qui se passe. Ah, on arrive en SSH, une connexion en SSH. C'est cool. On va attendre un petit peu. Par exemple, et voilà, ma connexion s'est fermée. Donc, il y a un mécanisme mis en place pour se faire kicker des connexions. Mais alors, pourquoi mon River Shell, lui, ne se fait pas kicker? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Dans le bash history, il a édité un fichier qui s'appelle etc cron.d persistance. Si je regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais le zoomer un peu plus, enfin, je vais l'agrandir un peu plus, voilà, pour avoir tout en une seule ligne. Ici, on voit que, donc, à la base, il y avait backup.sh qui était lancé, ça a été commenté, et on voit que, donc, cette persistance-là est lancée toutes les minutes, et dans chacune de ces minutes, au bout de 1 seconde, 11 secondes, 21, donc toutes les 10 secondes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le contenu de dev.pts. Donc dev.pts, PTS contient en fait un identifiant, un numéro correspondant à un shell qui est créé, un véritable shell. C'est pour ça que quand on se connecte à un SSH, on obtient un shell sur la machine, et donc il y a une entrée qui est créée dans dev.pts. Le problème, ce qu'il fait, c'est que pour chaque PTS, il fait un écho du mot nop, voilà, qui le redirige donc sur ce PTS, et il fait un pkill -9 pour tuer, voilà, -t pour définir que c'est un terminal que l'on veut tuer, voilà, donc on met mal le slash dev, on met juste PTS, slash, et son numéro, et ça le kill. Petite parenthèse, si vous êtes connecté sur un serveur où plusieurs personnes sont connectées, vous pouvez vous amuser à faire des échos sur les PTS, et ça va envoyer des messages à vos petits collègues. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dessus? Là-dessus, c'est qu'on a d'intéressant, c'est qu'il utilise, et ça c'est une bonne chose, en niveau sécurité, les chemins complets, les chemins absolus de chaque commande. Sleep, ls, pts, echo, voilà. Mais pkill, il n'a pas utilisé le chemin absolu. Ce qui voudrait dire que si on arrivait à remplacer ce pkill, on pourrait faire exécuter nos propres commandes.
Si je fais un petit which pkill, voilà, il se trouve là-dedans. Le problème, c'est que là, ls-l, hop, -l de ça, bon, c'est, voilà, read-write, c'est pkill, une redirection vers pgrep. C'est un lien symbolique, ok. De toute façon, dans userbin, on n'a pas le droit d'écrire, donc c'est mort. Mais si on regarde dans ce persistance, on voit que le path, c'est /home /bin bin, userbin. Alors, comment fonctionne un path? Quand on tape une commande en chemin relatif, c'est-à-dire sans userbin echo, lui, à la base Linux, il sait pas trop où elle est. Il sait pas où elle est. Donc lui, il va regarder dans le premier répertoire d'un pass. Est-ce qu'il est dans home bin? Non. Il regarde dans le second. Est-ce que c'est dans bin? Non. Est-ce que c'est dans userbin? Oui. Donc je sais où est la commande à exécuter. Et c'est dans cet ordre. C'est-à-dire que nous, si on met notre commande dans un répertoire avant, c'est la nôtre qui sera exécutée, pas la sienne. Chaque utilisateur a un pass. Ici, ça a été redéfini. Donc je pense que l'HLAN doit avoir le même. Si je fais echo $pass en étant l'HLAN, on peut voir son pass complet. Alors non, son pass n'est pas complet. Pourquoi? Parce que j'ai fait un SU. Comment je peux faire ça? Si je fais si je fais exit, voilà, c'est bon. Et si je refais SU mais un tiret l'HLAN, voilà, je vais aller chercher son mot de passe. Voilà. En fait, le petit tiret sert à charger l'environnement de l'utilisateur sur lequel on veut se connecter. Alors que si on ne met pas le tiret, on est connecté mais sans charger tout l'environnement, juste en tant que cet utilisateur. Voilà. Donc je suis bien l'HLAN. Et là, si je fais un écho de path, voilà, on voit bien que dans le pass de l'HLAN de base, il y a home /bin bin. Alors, pourquoi il a fait ça? Je pense qu'il a défini à la base l'HLAN bin. Alors, c'est pas le hacker qui a créé ce script, hein. C'est comme on voit, il y avait un backup.sh. Donc, je pense qu'il a créé ça parce que backup.sh se trouve dans le home /bin bin. Donc, ça permettait de lancer la commande en tant que route de backup.sh sans lui indiquer un chemin. Donc, revenons à nos moutons. Je digresse un peu. Pkill. Donc, techniquement, si on décide de créer un fichier pkill, un script, et qu'on le met dans home bin, c'est le nôtre qui va être exécuté. Donc on peut essayer ça. Parce qu'on avait remarqué que dans... je suis où là? Dans l'HLAN ici, on avait ls-l, on avait un répertoire bin, voilà, mais que l'HLAN, il n'y avait que l'HLAN qui pouvait écrire dedans. Maintenant qu'on est l'HLAN, on peut. Donc voilà, donc on a les droits d'écriture dans bin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans bin. Alors je vais effacer l'écran. Voilà, question d'avoir un écran tout noir, mais effectivement je ne peux pas remonter là-haut. Bon, c'est pas grave. Alors cd bin, ls, voilà, je suis dans backup. Donc là je vais créer mon pkill. Qu'est-ce que je vais mettre dans pkill? Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit cat. Cat, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on veut afficher dans cat? EOF. Voilà, dans un fichier pkill. Voilà, cannot open no such file. Je crois que j'ai oublié un chevron. Voilà, cat EOF dans pkill. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre, déjà on va commencer par le petit shebang. Voilà, /bin/bash. Ensuite, on va faire un petit cp/bin/bash dans /temp. Voilà. Et on va faire un petit chmod plus s de /temp/bash. Voilà. Et là, je mets un petit EOF pour fermer. Donc, si je fais un ls-l de /temp, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah bah oui, non mais je suis bête. Si je fais un ls-l, voilà, j'ai un pkill qui a été créé.
Si je fais un 4 du pkill, ok, j'ai bien ça. Donc techniquement, maintenant, il faut que je le mette en exécutable. chmod plus x pkill. Voilà, ls-l. Et donc, au bout de 10 secondes, le temps que je vous parle doit être fait. Si je fais un ls-l de /temp, non, pas le temps que je vous parle. On va attendre, ls-l /temp. Toujours pas. Pourtant, je l'ai bien mis dans temp bash chmod. Donc, non, hein, on va le faire. Voilà, hein, ouais. On va faire plutôt. Hop, on va prendre ça. Voilà. Et on va faire un petit chmod plus s /bin /bash. Voilà. ls-l, il est exécutable. Cat pkill, c'est bon. ls-l /bin /bash. Voilà, notre bin bash est passé directement avec le SUID, c'est-à-dire que quand je vais le lancer, il sera exécuté en tant que root. Je fais donc un /bin /bash -p pour garder les droits. Voilà, et là, si je tape ID, on voit que j'ai un EID root. Donc, il me suffit d'aller dans /root et ls et j'ai mon flag. Bon, voilà, c'est très drôle de jouer le jeu en fait, d'être dans l'histoire de on doit contrecarrer les mesures mises en place par un hacker, voilà, pour prendre le contrôle d'un système. J'espère que j'ai pas trop digressé. Voilà, que cette vidéo va pas durer trop longtemps. Et ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!